Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on fait le webinaire sur le thème « Comment choisir le matériel adapté à sa perte d'autonomie pour se déplacer ». Aujourd'hui, on accueille Karine Dubreuil, ergothérapeute, et Séverine Thérom du Gérontopole Pays de la Loire, et moi-même, Jocelyne Guillon, je suis la directrice du Magogie. Autonomie, c'est une web-série qui est sur YouTube pour soutenir les aidants près d'un proche en perte d'autonomie. Ce sont des vidéos, des tutoriels qui sont réalisés avec des experts du médico-social, qui nous montrent des gestes et nous donnent des astuces pour nous soutenir dans notre vie d'aidant. Ce projet a démarré en 2019 et c'est soutenu toujours par Malakoff Humanis. Et puis, on a mis en place des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets un peu plus larges. Donc ce projet, il est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et on réalise toujours ces projets-là avec l'expertise des professionnels et le partenariat avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse la parole, Madame Thérom. Je suis Séverine Thérom, je suis chargée de mission au sein du Gérontopole, donc j'anime l'action territoriale sur les départements territoire et recherche. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique importante puisque elle concerne le quotidien. Marcher, grimper quelques marches ou encore passer un trottoir sont des actions qui n'ont l'air de rien pour le commun des mortels. Et ces sorties deviennent finalement beaucoup plus compliquées pour nos proches en perte d'autonomie. Différentes solutions existent, des solutions techniques sont plus ou moins adaptées en fonction de votre perte d'autonomie ou de la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en intérieur, en extérieur. Et donc, l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de clarifier les choses et de comprendre à quel moment utiliser quel outil le plus en sécurité, utiliser la meilleure ergonomie possible. Et donc, notre expert du jour, Karine Dubreuil, ergothérapeute de profession, va nous sensibiliser sur le sujet, va nous éclairer sur ces techniques qui peuvent nous aider au quotidien. Et donc, je vous laisse la parole, Madame Dubreuil, je vous laisse vous présenter les différents moyens techniques que vous pouvez être amenés à proposer à vos patients. Bonjour, alors je suis Karine Dubreuil, ergothérapeute, et je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment choisir le matériel le plus adapté pour se déplacer en fonction de ma perte d'autonomie. Effectivement, cette perte d'autonomie, elle va être différente selon plusieurs facteurs. Alors, est-ce que c'est une perte d'autonomie en rapport avec une incapacité temporaire? Alors, je parle d'incapacité temporaire, par exemple, j'ai chuté, je me suis cassé un os de la jambe et je ne peux plus marcher, je vais avoir besoin d'un fauteuil roulant, voire des béquilles plus tard, etc. Est-ce que c'est une fatigue? Alors, une fatigue temporaire également, ou une fatigue prolongée à long terme par rapport, par exemple, à une pathologie particulière. Est-ce que j'ai tout simplement une perte d'équilibre? La perte d'équilibre, alors ça peut être lié à un souci de l'oreille interne, par exemple, mais ça peut être lié également à une maladie de Parkinson. Est-ce que j'ai une paresthésie, une paralysie? La paresthésie, vous savez, des petits engourdissements ou des petits fourmillements que l'on peut avoir dans les pieds, dans les jambes, dans les doigts. Alors, tout le monde en a de façon, régulièrement, on a ce genre de choses, mais il y a certaines pathologies, par exemple la sclérose en plaques, qui va faire que, on va avoir ces paresthésies de façon un peu plus prolongée, très prolongée même, et qui va faire en sorte qu'il va falloir utiliser du matériel pour se déplacer. Une paralysie, ça va être, par exemple, une perte motrice d'un muscle ou de plusieurs muscles qui va faire qu'on ne va pas pouvoir se déplacer seul. Il peut y avoir également, comme autre facteur, les troubles des fonctions cognitives. Tout le monde connaît, par exemple, la maladie d'Alzheimer, où petit à petit, on ne va plus savoir comment se mettre debout, on ne va plus savoir comment se déplacer, et on aura besoin d'une aide technique ou tout simplement d'une aide humaine. Alors, le choix de l'aide au déplacement va dépendre du déplacement à effectuer. Alors, effectivement, est-ce que je vais me déplacer en intérieur ou en extérieur? On voit bien qu'en intérieur, on va se trouver sur un sol, par exemple, plat et lisse. En extérieur, on va peut-être se retrouver dans un chemin gravillonné, sur une plage, sur de l'herbe. Le choix des aides techniques va être différent
en fonction effectivement du sol sur lequel on va se déplacer. Sur terrain plat, sur terrain accidenté, comme je viens de le dire, sur une courte ou une longue distance. Pourquoi? Est-ce que je vais me déplacer, par exemple, de la chambre à la salle de bain, ou est-ce que je vais devoir me déplacer pour une grande balade en famille? Ce ne sera pas la même chose. Je ne vais pas utiliser le même matériel. Alors, pour se déplacer, il existe énormément de matériel. On va ici les énumérer et puis détailler un petit peu ce qui peut exister dans chaque gamme. Alors, nous avons la canne. Tout le monde connaît la canne. On va dire que, notamment lorsqu'une personne commence à vieillir, avant la canne, on va peut-être utiliser ce qu'on appelle un bâton de marche. Donc ensuite, on a la canne. Il existe le déambulateur qui va être un matériel que l'on va utiliser avec nos deux mains, le fauteuil roulant, voilà, lorsqu'on ne peut plus se mettre debout et qu'on ne peut plus marcher. Le scooter, on va en parler un petit peu. La chaise de douche à roulettes, alors je l'ai mise, pourquoi? Parce que la chaise de douche à roulettes est un moyen de déplacement d'une pièce à une autre, du lit par exemple jusqu'à la salle de bain. Je vais utiliser cette chaise, soit je vais l'utiliser seule, soit je vais l'utiliser grâce à mon aidant, à la tierce personne qui sera là. Et je vais vous parler un tout petit peu des aides au transfert qui me paraissent importants parce que ces aides au transfert vont également participer au déplacement d'une personne. Alors la canne et ses accessoires. Comme vous le voyez sur ce diapo, il existe beaucoup de modèles de canne et on peut s'y perdre. Donc, vous allez choisir votre canne en fonction de la poignée, en fonction de ce que vous allez faire avec. Là, vous voyez complètement à gauche, il y a une canne en T, par exemple. Juste à côté, vous avez une canne siège. Un petit peu plus haut, là, vous avez une canne pliante que vous allez pouvoir emmener dans votre sac. Il existe également une canne ou des cannes, plusieurs modèles, à roulettes que vous n'allez pas le soulever, mais que vous allez pousser. Il existe les béquilles, les fameuses cannes anglaises, et également, il existe des cannes qu'on va appeler quadripodes ou tripodes. Ce sont des cannes qui vont avoir plusieurs pieds pour une meilleure stabilité. Ici, je vous ai mis un petit peu des accessoires qui vont pouvoir s'adapter sur votre canne. Alors, la première photo à gauche, c'est ce qu'on appelle un appui antébrachial. C'est pour vous montrer que même si on a des petits soucis au niveau de notre bras, on va toujours réussir à trouver une possibilité pour pouvoir utiliser notre canne. Là, ici, vous avez un support de tout l'avant-bras. Par exemple, on a une polyarthrite rhumatoïde, on a des doigts un peu déformés, etc. On va avoir un appui au niveau de l'avant-bras pour utiliser notre canne. Je vous ai mis à côté la petite dragonne, cette petite dragonne qui va vous permettre d'attacher la canne au niveau de votre poignet et de ne pas la perdre, par exemple, et qu'elle soit toujours à portée. Je vous ai mis également des petits accroche-cannes. Ces accroche-cannes, on sait trop combien la canne a tendance à tomber. On la met à côté de nous, paf, elle est par terre. Donc, vous trouverez dans les magasins de matériel médicaux, à la pharmacie ou sur Internet, vous trouvez des petits accroche-cannes. Je vous en ai mis deux là, celui au milieu en haut et un autre juste en dessous, qui vont vous permettre de poser la canne sur une table à côté de vous. Complètement à droite, ce sont des embouts de canne, un peu rigolo. Alors, les embouts de canne, donc quand vous allez acheter votre canne, vous allez avoir un embout d'origine. Vous pouvez le changer pour mettre un embout antidérapant, par exemple, parce que le sol de votre cuisine ou le sol de votre maison est un petit peu glissant. Ou alors, pour aller vous promener dehors à l'extérieur, vous allez utiliser ce qu'on appelle des embouts étoilés ou des larges embouts qui vont vous permettre d'avoir une meilleure stabilité au sol. Alors, comment je vais choisir ma canne? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va définir l'utilité. Est-ce que je vais l'utiliser plutôt en intérieur, plutôt en extérieur? Je vous ai parlé de l'embout étoilé. Si je vais régulièrement dans mon jardin ou me promener avec des amis ou ma famille, par exemple, ou simplement aller à la boulangerie, je passe par des endroits un petit peu gravillonnés ou un petit peu glissants, je vais utiliser un embout étoilé. Sur terrain plat ou accidenté, effectivement, de la même façon, je vais prendre un embout un petit peu différent ou des accessoires qui vont me permettre d'utiliser correctement ma canne.
J'ai des questions à me poser. Est-ce que je vais la soulever, ma canne? Est-ce que je dois la pousser? D'où l'intérêt de ce modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le modèle à roulette, qui peut être intéressant, qui est rarement utilisé, rarement acheté, mais voilà, à l'avoir en tête au cas où, selon la démarche et la personne, voilà, elle peut être intéressante. Ai-je besoin de m'arrêter, de m'asseoir? Les cannes sièges, je vous en ai mis un modèle, il en existe de plusieurs modèles, avec 2 pieds, avec un pied. Voilà, je peux avoir une distance plutôt moyenne à faire, mais je m'essouffle, je suis fatiguée, je m'assois un peu. Ça peut être également, je vais on va dire à un feu d'artifice, par exemple. Et à un moment donné, on doit s'asseoir, je ne peux pas me mettre dans l'herbe, je peux m'asseoir sur cette fameuse canne. Comment je vais la régler, cette canne? Alors, pour la régler, vous allez la positionner à 15 cm de votre jambe et une fois la main posée sur la poignée, votre bras devra faire à peu près un angle à 120 degrés, c'est-à-dire légèrement fléchi. Une canne trop haute, vous allez l'utiliser en biais, vous risquez de glisser, de vous accrocher sur des obstacles et également le risque de chute est important. Une canne trop haute également va vous faire monter l'épaule et vous risquez des douleurs d'épaule. Une canne trop basse, vous allez être obligé de vous courber, de vous pencher. Donc, le bon réglage est important. N'hésitez pas à demander à votre kiné, par exemple, si vous avez des séances, de bien la régler. J'ai oublié de vous parler, il existe également les cannes en bois. Ça se fait encore. La canne en bois peut être intéressante parce qu'elle peut être recoupable dans le magasin où vous allez l'acheter, tout simplement à votre taille. Alors, quand on parle de marche, on parle également du chaussage et du soin des pieds. On a tendance à dire, et je pense que c'est vrai, que prendre soin de ses pieds, c'est prendre soin de son corps. Et là, ici, le soin des pieds, le chaussage est important pour bien marcher, est important pour un bon équilibre, une bonne stabilité au sol et pour se verticaliser ou être verticalisé par un tiers, par exemple, on imagine bien que quelqu'un qui va m'aider à me verticaliser si je suis en chaussettes, par exemple, je vais glisser. Le chaussage est très important. Comment doit être ma chaussure et comment est-ce que je dois la choisir? Elle doit maintenir ma cheville. Elle doit avoir des semelles antidérapantes. Alors, la semelle antidérapante, j'y mets un petit bémol. Pourquoi? On sait bien que lorsque l'on commence à vieillir, on a tendance à traîner un peu les pieds au sol, on lève moins la jambe, on fléchit moins le genou. Et la semelle antidérapante est très bien quand on lève bien les pieds. Quand on ne lève pas correctement les pieds, attention, la semelle antidérapante peut être une source de chute parce que notre pied va buter le fait de pas assez fléchir le genou et monter le pas. Donc, faites-vous conseiller par le professionnel de santé, par le pharmacien, par le vendeur du magasin dans lequel vous allez acheter vos chaussures. Regardez comment la personne marche, comment vous marchez et à partir de là, vous allez choisir une semelle antidérapante, pas trop antidérapante ou peut-être pas du tout antidérapante. La chaussure, elle doit également permettre une bonne stabilité au sol. Elle doit être légère et confortable. Elle doit avoir le moins de couture possible à l'intérieur. On va en parler un peu plus tard. Il existe des chaussures où effectivement l'intérieur n'aura pas de couture. Ça existe et ça peut être bien pour des personnes qui ont des blessures, qui font du diabète, des personnes qui ont des corps. Voilà, par exemple, des points d'appui. Lorsque vous n'avez pas de couture, du coup, vous n'augmentez pas ces petites blessures internes. La chaussure, elle doit également être suffisamment large au niveau des orteils, ne pas les compresser. On sait que trop bien qu'un pied compressé, vous allez peut-être avoir des petits fourmillements. Si on a des fourmillements, des petits engourdissements, on n'a plus une bonne stabilité au sol. Alors, je vous parle ici de la chaussure qu'on appelle chute ou la chaussure chupe. Ce sont des chaussures de série qui vont permettre à certaines personnes qui ne peuvent plus se chausser avec des chaussures ordinaires qu'on trouve dans le commerce, et bien sûr, prescription médicale par votre médecin généraliste, vous pourrez obtenir ce genre de chaussures. Donc, cette chaussure, on va l'utiliser, comme je vous l'ai marqué, c'est une chaussure qui va viser un bon maintien, une correction
une décharge ou un volume particulier. Pourquoi? Lorsqu'on a un œdème, par exemple, un pied qui va gonfler, on va avoir du mal à rentrer dans une paire de chaussures standard. Si on porte des bandes, un gros pansement parce qu'on a une plaie, ou tout simplement des bandes de compression, je ne parle pas là des chaussettes de contention ou des bas de contention qui sont plutôt fins, je parle plutôt des bandes de compression qu'on va enrouler autour d'une jambe. Eh bien, effectivement, ça augmente le volume du pied. Lorsqu'on a une déformation, le fameux, par exemple, hallus valgus, la déformation du gros orteil, lorsqu'on fait du diabète, qu'on a des troubles neurologiques, on peut obtenir ce genre de chaussures sur prescription médicale. La paire de chaussures, pourquoi la chute? Pourquoi la chupe? La chute a un usage temporaire et, il faut le savoir, elle peut être achetée à l'unité avec 2 pointures d'écart. La chaussure chupe est achetée par paire et également peut être achetée avec 2 pointures d'écart. Il faut vous renseigner auprès du vendeur du magasin de matériel médical. Nous avons également la chaussure orthopédique. Alors, la chaussure orthopédique est un petit peu particulière. Elle va être prescrite par un médecin spécialisé, pas par votre médecin généraliste. Alors, je vous en ai mis 2 médecins spécialisés, le diabétologue et le neurologue, mais il en existe énormément qui vont pouvoir vous prescrire ce genre de chaussures. Cette chaussure va être utile pour une personne qui, du coup, ne peut pas se chausser dans une chaussure traditionnelle, mais ne va pas non plus pouvoir se chausser avec le chaussure de série chute ou chupe. Donc, elle va être faite vraiment sur mesure. Un podo-orthésiste, donc, va vous prendre en rendez-vous une première fois et ensuite, vous ferez les essais de la paire de chaussures jusqu'à ce que cette chaussure soit complètement adaptée à votre pied. Elle permet d'avoir une rigidité au niveau de la cheville pour réduire le risque d'entorse ou le faux mouvement. Nous allons passer maintenant au déambulateur. Le déambulateur, c'est un matériel que vous allez utiliser avec vos 2 mains. Il existe plusieurs types de modèles, plusieurs modèles de déambulateurs. Nous avons le cadre de marche, qui peut être fixe ou articulé. Vous allez le porter. Vous avez le déambulateur 2 roulettes de patin, qu'on va utiliser plutôt à l'intérieur. Vous avez le déambulateur 3 roues ou le déambulateur à 4 roues. Le déambulateur antébrachial, c'est un déambulateur que vous allez voir sur la diapo suivante qui va vous permettre d'avoir un appui antébrachial comme la canne de tout à l'heure. Le déambulateur fauteuil, qui existe également, est un déambulateur mixte qui va vous permettre de le pousser quand vous pouvez marcher, mais de vous asseoir dessus poussé par un tiers lorsque vous êtes fatigué. Par exemple, aller au supermarché faire ses courses, eh bien, avec mon fils, ma fille, par exemple, et à un moment donné, je suis fatiguée, mais je peux toujours choisir mes courses, mais je vais pouvoir m'asseoir poussée par mon fils ou ma fille, par exemple. J'ai mis la table roulante également parce que ça peut être également une bonne alternative à l'intérieur de la maison. Eh bien, je mets par exemple mon assiette, je mets mes couverts et je vais manger dans la salle à manger, mais j'ai besoin d'un support, je ne peux pas les transporter sans m'appuyer. La table roulante peut être une bonne alternative. Voilà quelques déambulateurs. Alors, complètement sur la gauche, vous avez le déambulateur avec appui brachial. Vous voyez que vous allez y poser les coudes, donc avec un support intéressant, notamment lors de polyarthrite ou d'autres pathologies neurologiques, par exemple. Vous avez juste à côté un autre déambulateur avec un support haut. Parfois, on a besoin de ce genre de support. Le déambulateur, ensuite, c'est un déambulateur fauteuil. Vous voyez qu'il y a une assise et des repose-pieds. Et enfin, je vous ai mis un petit déambulateur caddie, qui est un déambulateur qui va vous permettre de faire vos courses, par exemple. Alors, comment je vais choisir le déambulateur? De la même façon que la canne. Le déambulateur, je vais me poser la question si je vais l'utiliser en intérieur, si je vais l'utiliser en extérieur, sur un terrain plat, sur un terrain accidenté. Oh, pardon, accidenté. Pourquoi? En intérieur, en extérieur, je ne vais pas utiliser, par exemple, un déambulateur qui aura 2 patins et 2 roulettes. Vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir évoluer avec les 2 patins dehors. On va abîmer les patins, il faudra les changer tous les 2 minutes. Donc, on va utiliser un déambulateur qu'avec des roulettes. Sur terrain plat ou accidenté, c'est que ce déambulateur, en fonction de la grandeur des roues ou de la largeur
des roues, vous allez ce sera plus facile de vous déplacer ou pas. Sur du sable, par exemple, il faudra opter pour une roue grande et large à l'intérieur, ou sur un terrain plat, par exemple au supermarché ou sur votre terrasse, vous pourrez utiliser des roues, mais des petites roues. C'est tout à fait possible. Des questions à se poser là aussi. Est-ce que ce déambulateur, je vais pouvoir le soulever ou est-ce que je vais le pousser? D'où les cadres de marche, parce qu'il y aura un appui un peu plus important pour pouvoir se déplacer. Ai-je besoin de m'arrêter et de m'asseoir? On voit bien que le déambulateur 3 roues, vous ne pourrez pas vous asseoir dessus. Alors, je mets un petit bémol sur le déambulateur 3 roues. Je ne suis pas adepte, mais il existe et donc il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. C'est un trépied, c'est un genre de trépied. Quand on a des gros troubles de l'équilibre, on n'utilise pas le 3 roues. Préférez un 4 roues. On peut croire que le 3 roues est un peu plus large, est un peu moins large que le 4 roues. Non, le 3 roues n'est pas moins large. Le 4 roues, simplement, voilà, c'est comme un carré. Donc, on a l'impression qu'il prend plus de place, mais ce n'est pas le cas. Optez vraiment plus pour un 4 roues qu'un 3 roues. Comment je vais régler mon déambulateur? Eh bien, de la même façon que la canne, le coude doit être fléchi à peu près à 120 degrés. Coude légèrement fléchi. Alors, les fauteuils roulants, il en existe énormément, plein de modèles différents et de toutes les tailles. Ne vous mettez pas dans la tête qu'il n'existe qu'un fauteuil roulant d'une largeur et d'une profondeur. Non. Discutez bien avec le vendeur du magasin où vous allez l'acheter ou avec votre pharmacien, parce que ce fauteuil, il est important qu'il soit adapté à votre corpulence. Il existe des fauteuils roulants standards, de confort, complètement à droite, des fauteuils légers. Vous pouvez aller jusqu'à 5 kilos le fauteuil. Alors, effectivement, ce sont des fauteuils qui seront beaucoup plus chers, voilà, à l'achat. Et vous avez également le fameux fauteuil électrique. Les fauteuils roulants vont pouvoir être munis de divers accessoires. Là aussi, rapprochez-vous bien du vendeur ou de votre pharmacien et posez bien toutes les questions par rapport à ce que vous voulez en faire. Sur un fauteuil roulant, on peut y mettre, par exemple, un fauteuil roulant standard, vous allez avoir ce qu'on appelle les repose-pieds. Sachez que sur tous les fauteuils roulants, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle des repose-jambes pour pouvoir relever vos jambes. Vous avez un œdème, par exemple. Vous avez besoin d'avoir les jambes relevées. Vous pouvez avoir cette option. Vous achetez des repose-jambes pour mettre à la place de vos repose-pieds. Le repose-jambes qui va se lever, comme vous le voyez tout en haut, est un repose-jambes qui va avoir un appui mollet. Vous avez à côté de cette image une roue, j'ai mis la petite flèche là avec une roue où vous avez 2 mains courantes. Ce genre d'option est une option pour les personnes qui ont fait une hémiplégie, qui ne peuvent se servir que d'un côté, donc une seule main, donc vont pouvoir guider leur fauteuil roulant, et bien juste avec ces 2 mains courantes, voilà, on va pouvoir aller à droite, on va pouvoir aller à gauche, on va pouvoir guider notre fauteuil juste avec une seule main. La deuxième possibilité, bon, je l'aime un petit peu moins parce que je trouve que ça provoque des petites douleurs d'épaule à force, c'est le système à droite en haut, qui est un système de levier pendulaire où effectivement vous allez pouvoir également utiliser votre fauteuil que d'un côté, donc la main droite ou la main gauche, et aller dans tous les sens que vous voulez. En bas à gauche, vous avez un accoudoir qui va bloquer votre coude, que vous allez pouvoir installer à la place de l'accoudoir originel sur le fauteuil. Vous avez également la possibilité sur votre fauteuil roulant d'avoir un dossier inclinable. Ce dossier inclinable va pouvoir être, oui ou non, décliné avec une tétière que vous avez juste à côté. Tous les fauteuils roulants peuvent avoir comme option une tétière qui peuvent être mis après coup sur le fauteuil si vous avez besoin. Je vous ai mis complètement à droite, ce qu'on appelle des caltrons. Les caltrons, lorsque nous avons une personne qui bouge un petit peu sur les côtés ou qui a tendance à avoir un tonus du tronc qui est un petit peu faible et va pencher sur le côté, on va pouvoir y mettre un caltron pour éviter justement cette inclinaison latérale. Comment on va choisir notre fauteuil roulant? Alors, tout pareil qu'avec la canne ou le déambulateur,
Le fauteuil roulant, on va se poser la question, est-ce que je vais l'utiliser en intérieur? Est-ce que je vais l'utiliser en extérieur? Est-ce que je vais l'utiliser sur un terrain plat ou sur un terrain accidenté? C'est toujours la même chose. Est-ce que je vais le transporter dans ma voiture? C'est important parce que si j'opte pour un fauteuil roulant confort, peut-être qu'il me faudra un fauteuil roulant manuel à côté et on peut combiner les deux en ayant en ayant un remboursement par la sécurité sociale, avoir un petit fauteuil roulant standard, manuel, et avoir un fauteuil roulant confort pour y être toute la journée. Comment je vais transporter mon fauteuil dans la voiture? Je vais pouvoir y enlever les roues, je vais pouvoir y enlever les repose-jambes et il sera beaucoup plus léger pour pouvoir le mettre dans le coffre de la voiture. À ce sujet, vous trouverez notamment des tutos à ce sujet pour savoir un petit peu comment démonter le fauteuil et comment le transporter dans la voiture. Est-ce que je vais y faire ma sieste dans ce fauteuil? Tout à l'heure, je parlais d'inclinaison du dossier. Eh bien voilà, avec la tétière, avec les repose-jambes, ben oui, je pourrais y faire une sieste si je peux m'y allonger. Ou alors, j'opte pour un fauteuil confort qui me permettra d'avoir tous ces paramètres pour m'allonger. Combien de temps je vais rester dans mon fauteuil roulant va déterminer le choix du fauteuil. Si effectivement je suis levée le matin et je vais y rester jusqu'au soir et qu'une tierce personne ou une aide de vie vient m'accompagner dans toute cette démarche au quotidien, je vais peut-être opter pour un fauteuil confort plutôt qu'un fauteuil roulant manuel standard où on reste plutôt assis à 90 degrés toute la journée. Alors, les réglages de mon fauteuil roulant, ce qu'il est important de donner aux revendeurs de matériel médical, ça va être en priorité votre taille et votre poids. Ensuite, les mesures importantes. La largeur du fauteuil. La largeur du fauteuil, il est important de ne pas prendre une largeur trop grande. Plus on a de la place, moins on va être bien installé, plus on va pencher sur le côté si on a un petit problème de tonus musculaire. Ça ne doit pas être trop étroit non plus parce que je vais sortir à l'extérieur et si je sors à l'extérieur, je vais mettre un vêtement l'hiver, par exemple. Comptez à peu près 2 cm de chaque côté de largeur d'assise en plus de notre largeur de bassin. Voilà, une petite marge de 2 cm de chaque côté. La profondeur du fauteuil est très importante et on l'oublie souvent. Même quand on va l'acheter dans les magasins ou même à la pharmacie, on nous met systématiquement un fauteuil qui fait 40 cm de profondeur d'assise. Non. Selon votre profondeur de fémur, la grandeur de votre cuisse, il est important d'avoir une assise qui aille quasiment jusqu'à la plicature de votre genou. Donc, il se peut que vous ayez besoin d'une profondeur d'assise de 45, voire de 50 cm. Et ça, c'est très important. La hauteur de l'assise au sol va être très importante également. Admettons, vous vous déplacez ce qu'on appelle en podale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Se déplacer en podale, c'est se déplacer avec les pieds. Quand on va se déplacer en podale, il va falloir que la hauteur d'assise soit très basse. Mais attention, pour aller manger ou aller travailler à votre bureau, par exemple, pour le coup, vous allez être un peu bas. Donc, là, il va falloir plutôt choisir une hauteur un peu plus haute. C'est pour ça que cette hauteur d'assise, elle est importante à configurer. Il existe des choix de certains paramètres. Il y a certains paramètres qui sont importants. L'inclinaison du dossier, je vous en ai parlé. La longueur des accoudoirs, très important. Vous pouvez obtenir des accoudoirs courts, des accoudoirs longs. Le positionnement des coudes sur les accoudoirs, le confort va du coup être déterminant par rapport à cela. Le type de pneu, comme le déambulateur, un pneu petit, une petite roue, vous allez vous déplacer de façon très maniable sur un terrain plat, sur un terrain lisse, à la maison par exemple. Plus vous allez avoir une roue grande et un pneu large, plus vous allez pouvoir vous déplacer sur du sable, dans de l'herbe, sur des gravillons, etc. La grosseur des roues, donc je vous en ai parlé. Le fauteuil roulant électrique, je vous en parle un petit peu parce que la démarche à suivre pour l'obtenir est un petit peu différente que celle d'un fauteuil roulant manuel. Le fauteuil roulant manuel, vous allez l'obtenir en discutant avec votre médecin généraliste et sur prescription médicale de ce médecin. Concernant le fauteuil roulant électrique, il sera prescrit par un médecin spécialisé. Vous allez prendre un premier rendez-vous donc avec ce médecin, en général dans un hôpital ou un centre ayant un service de rééducation.
Après ce premier rendez-vous, qui est un rendez-vous médical, vous ferez des essais de fauteuil. Qui sera donc en rapport avec votre handicap. Vous serez suivi également par une ergothérapeute, justement. La prescription médicale, ensuite, qui sera établie par ce médecin spécialisé, sera accompagnée d'un bilan et seront envoyés pour un accord à votre caisse de sécurité sociale. À la suite de cet accord, au bout de 2 à 3 semaines, eh bien, vous pourrez commander votre fauteuil ou non, si ça n'a pas été accepté, bien sûr. En règle générale, si vous êtes allé jusque-là, c'est que le fauteuil va être accepté. Et vous pourrez le commander auprès du revendeur avec lequel vous aurez fait les essais. Je vous parle un petit peu du scooter. Pourquoi ? Il y a des personnes qui vivent chez eux, peuvent être seules par exemple, ou pas, et qui ne conduisent plus, mais qui ont besoin de sortir de chez elles pour aller faire des courses régulièrement, ne peuvent plus conduire, mais aller voir des amis, etc. Le scooter, aujourd'hui, peut être remboursé tout ou partie selon les modèles, par la sécurité sociale. Donc, renseignez-vous, il existe plein de modèles avec des possibilités d'autonomie différentes, de 15 km à 30 km, donc avec 4 roues, avec 3 roues, selon votre handicap. Je vous parle un petit peu des aides au transfert. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a besoin d'une tierce personne, par exemple, on va pouvoir être emmené du lit jusqu'à la salle de bain. Et quand on parle de déplacement, on ne peut pas occulter le fait que la chaise de douche à roulettes est un mode du coup de déplacement. Donc, les chaises de douche à roulettes, il en existe de nombreux modèles. Vous allez faire le transfert dans cette chaise. Et il existe également des chaises de douche à roulettes qui peuvent aller avec une échancrure au niveau de l'intimité, une échancrure pour aller directement sur les toilettes. Ça peut être intéressant pour l'intimité de la personne. Il existe les guidons de transfert. Un guidon de transfert va être un appareil qui va vous permettre, une fois que le transfert est fait sur ce guidon, d'emmener la personne en position debout, jusque sur les toilettes, jusque dans la salle de bain. Le verticalisateur, de la même façon, est un petit peu un modèle au-dessus du guidon de transfert parce que vous allez lever la personne de façon électrique grâce à une sangle. Il existe le lève-malade où là, par exemple, vous allez avoir la personne qui va être transportée. On n'a plus de tonus au niveau du sol, plus de possibilité pour que la personne ait un appui au sol. Donc, vous le verrez sur la diapo suivante, le lève-malade emmène la personne, grâce à une sangle, est levée. Il existe également les rails au plafond. Les rails au plafond, vous allez le voir ensuite, qui permettent, comme le lève-malade, mais sans avoir le matériel au sol. Donc, tout ceci pour un déplacement aux toilettes ou sur une chaise percée, par exemple, pour un déplacement du lit au fauteuil, pour un déplacement dans la douche. Donc, voici les quelques exemples de matériel de transfert. Donc, vous avez complètement à gauche ce qu'on appelle le rail au plafond. Vous avez ensuite le lève-malade. Après, je vous ai mis en haut, plus vers la droite, donc vous avez le verticalisateur, utilisé avec une sangle. Et je vous ai mis ce petit guidon que l'on va l'utiliser seul, qui est un guidon intéressant, le guidon Automax. C'est un guidon intéressant, une plateforme qui va permettre à une personne de se lever du lit, par exemple la nuit, pour aller sur la chaise percée, pour aller aux toilettes. La personne est seule et elle va pouvoir, grâce à cet appareil, va pouvoir faire ce transfert. Alors, où je vais acheter ce matériel de déplacement ? Le matériel de déplacement, tout, quel qu'il soit, n'importe quel matériel, vous pouvez vous le procurer en pharmacie, dans un magasin de matériel médical, sur Internet aussi, de plus en plus. Et il existe aujourd'hui des entreprises de recyclage qui récupèrent du matériel, qui vont le remettre aux normes, qui vont le réparer, et c'est agréé par la sécurité sociale. Le financement de ce matériel de déplacement. Alors, tout d'abord, systématiquement, en règle générale, il vous faut une prescription médicale pour n'importe lequel de tous ces matériels. La sécurité sociale et la mutuelle vont pouvoir donc vous rembourser ce matériel. Ce sera pris en charge tout ou partie par la sécurité sociale ou la sécurité sociale et votre mutuelle. L'APA, qu'est-ce que c'est que l'APA ? Donc, l'allocation personnalisée d'autonomie va pouvoir également financer une partie de certains matériels. Alors, il se pourrait un guidon de transfert, par exemple, que vous voudriez acheter, qui serait peut-être pas financé par la sécurité sociale, pourrait, par exemple, être financé par le biais de l'APA. Posez-leur la question de toute façon systématiquement. La MDPH, qui est la maison départementale des personnes handicapées, effectivement, va pouvoir également admettre. Alors, prenons l'exemple d'un fauteuil roulant.
vous avez besoin d'un fauteuil roulant très complexe, qui du coup coûte très très cher et qui dépasse la base de remboursement par la sécurité sociale, si vous êtes éligible à la MDPH, vous pourrez avoir ce complément payé par la MDPH, ainsi que votre mutuelle, par exemple. La GFIP, c'est l'Association nationale de gestion de fonds pour l'insertion des professionnels des personnes handicapées, va pouvoir également financer votre fauteuil roulant, des aides de marche pour pouvoir continuer à aller travailler. Alors, il existe pour tout le matériel de déplacement, il existe systématiquement, posez bien la question aux vendeurs dans le magasin de matériel ou votre pharmacien, il existe systématiquement des modèles remboursés à 100% Sécu. 100% Sécu et mutuelle. Alors, de ce fait, si vous n'avez pas de mutuelle et si vous n'êtes pas à 100% Sécu, peut-être que certains matériels peuvent être remboursés juste à 60%. Posez bien la question auprès du revendeur. Le fauteuil roulant, par contre, fait partie du matériel qui va être, lui, remboursé 100% Sécu pour son modèle de base. En conclusion, il est important de choisir le bon matériel et de se faire aider par un professionnel de santé. Posez vraiment toutes les questions. J'espère que je vous aurai aidé là, en vous expliquant un petit peu tout cela, justement, en allant vers le professionnel de santé qui va vous aider, le pharmacien ou le vendeur dans le magasin de matériel médical, que vous puissiez aller au-delà des questions de base. N'hésitez pas à demander l'essai de ce matériel avant de vous décider. Ça aussi, c'est très important. Vous devez l'exiger. On n'achète pas du matériel sans l'avoir essayé et ça, c'est très, très important. Ne vous sentez pas obligé d'acheter un matériel de suite, l'emmener chez vous et si ça ne va pas, vous ne pouvez pas le ramener. Si, on parle de santé ici et donc osez. Les CICAT sont des centres de formation et de conseil en aide technique. Ils sont là pour vous conseiller et vous permettre l'essai de certains matériels. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux également. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous d'être présent et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.